Pour tous les gens du village, ce qui nous arrivait là ne sortait pas de l'ordinaire. La mort fauche couramment des gens dans la fleur de l'âge. On pleure, on se lamente à s'enrouer la voix pour une semaine. Puis on se tâte pour se dire que l'on reste après le disparu et que malgré tout, le mal est sans remède, puisque rien n'influe sur l'inexorable horloge du destin. Or, un mal sans remède est toujours supportable. Ma mère a vu mourir un frère, des sœurs, sa mère, puis son père. Elle est familiarisée avec la douleur et le silence. Elle ressemble aux chênes rabougris qui, poussant au bord des chemins, s'obstinent à végéter malgré les intempéries, les chèvres qui les broutent librement, et la hachette des bergers qui les mutilent sans pitié. Ma mère a pris l'habitude de réagir en serrant ses lèvres minces. Elle est stoïque sans effort, ou insensible par usure. Elle supportera ce coup comme les précédents, et se remettra à vivre en tâchant d'oublier. Mais pour Khalti, ce fut autre chose. Nana n'était pas seulement sa sœur, c'était une partie d'elle-même, la meilleure partie. Dès le début de la souffrance, les yeux de Khalti prirent une étrange fixité. Elle regardait sans voir, allait comme un automate, ne répondait à personne, ne semblait rien entendre. Pendant le jour, au milieu des sanglots et des lamentations, Khalti ne pleurait pas. Assise au pied de la morte, indifférente aux allées et venues des visiteurs, autant qu'aux préparatifs de l'enterrement, elle était figée comme une statue. Ma mère, qui avait à s'occuper de tout, se tournait de temps en temps vers Khalti, lui lançant un regard effaré. Vint le moment où il fallut sortir pour permettre aux laveuses de procéder à la toilette de Nana. Malgré toutes les supplications, elle refusa de bouger. Il ne fut pas possible de lui faire entendre raison. Elle posait sur les choses et les gens un regard de somnambule. Parfois on voyait tressaillir les muscles de sa face, ses paupières s'abaissaient et se relevaient avec rapidité. Sa main tirait précipitamment le bas de sa gandoura pour toute sa personne se pétrifier de nouveau. Lorsque les portes vinrent enlever le corps de Nana, les porteurs bien sûr, on put voir les larmes jaillir des yeux de Khalti, mais c'étaient en quelque sorte des larmes froides, que n'accompagnait aucune expression du visage, ni aucun cri. Il est d'usage pour les parents d'accompagner le mort jusqu'au dehors du village. Ma mère, mes sœurs, mes cousines, toutes les Ait Moussa firent cortège à la bonne Yamina, qui s'en allait dans le grand cimetière de Tizi, en portant sous l'olivier séculaire peuplé de hiboux et de fantômes sa douceur, ses sourires, son intelligence. Toutes les femmes pleuraient en rappelant ses qualités. Si elles pouvaient voir Nana, toute cette influence, cela la consolerait un peu de partir. Mais Khalti n'était pas du cortège. Lorsque ma mère et mes sœurs constatèrent son absence, il était trop tard pour la faire sortir de chez elle. Elle avait fermé le portail, puis la porte.
On eut beau cogner, appeler, supplier, Halti resta indifférente à nos lamentations, comme si plus rien au monde ne pouvait désormais l'attacher au vivant. Lasse de prier, pressentant un nouveau malheur, ma mère se révolta à son tour, et la pitié fit place à la colère, à un sentiment de rébellion farouche, non contre Kalti, pauvre cœur meurtri et faible, mais contre le sort impitoyable qui ne refuserait pas une autre victime. « Venez, mes enfants, dit-elle en m'entraînant par la main. Et toi, ô Dieu, je te l'abandonne, tu peux la prendre. C'est tout ce qu'elle demande. Que ferais-je d'une chose brisée? Oh, ta victoire sera facile et sans mérite. » Nous rentrâmes tristement chez nous. Mon oncle, mon père, des voisines compatissantes essayèrent vainement de faire parler Halti à travers les portes closes. Comme la nuit approchait, ma mère se mit à pleurer en songeant que sa sœur, si superstitieuse, coucherait seule avec le souvenir de la morte. Elle alla supplier une fois de plus, écouta attentivement et entendit ma tante marcher. Alors, elle lui parla sévèrement, blâma son manque de courage et de soumission à Dieu, son mauvais cœur pour ceux qui restaient, son égoïsme, et l'engagea à ouvrir, à venir passer la nuit chez nous, ou à nous laisser dormir avec elle. Halti cessa de marcher, nous n'entendîmes plus rien, et nous la laissâmes. C'est vers le milieu de la nuit que Halti commença à parler toute seule en ricanant. Bientôt elle se mit à déranger bruyamment les ustensiles et à donner de grands coups sur la coufie. Après on l'entendit chanter à tue-tête n'importe quoi, chants religieux ou obscènes, criant un air profane avec des louanges au prophète, vantant la beauté d'une pucelle avec la mélopée des morts. Il n'était plus possible aux voisins de dormir. On vint nous avertir que Halti était démente. Muets et tristes, nous attendîmes dans la rue, devant le portail, jusqu'à l'aube. Comme il faisait presque jour, ma tante ouvrit la porte en riant aux éclats. Nous nous précipitâmes chez elle. Quel spectacle! Les objets étaient jetés pêle-mêle par terre, les étagères étaient vides, la literie ravagée. À la faible lueur du matin, on voyait dans tous les coins de la maison des tas informes de linge et d'ustensiles. La grosse jarre à eau était renversée et le seuil de la porte inondé. La coufie était couchée sur le flanc, sa large meule à moitié enfouie dans un monticule d'orge. Au milieu de ce désordre, Halti se tenait bien droite, la crinière flottant librement sur les épaules et sur le dos. Elle était belle ainsi. Ma mère et les autres femmes s'en aperçurent également, mais elles comprirent qu'elle était perdue. Alors elles pleurèrent. C'était bien ce nouveau malheur que redoutait ma mère. Comme la veille, la fouille accourut. La petite cour ne désemplissait pas. Les gens n'en avaient pas fini avec les malheureuses filles d'Ahmed. Certains visiteurs nous assuraient qu'il s'agissait d'une crise passagère. De pareilles choses s'étaient déjà produites. Cependant,
Nous étions tous là, serrés, les uns contre les autres, dans la courette à regarder Khalti, à épier le moindre reflet d'intelligence dans son regard inexpressif, à donner un sens raisonnable à ses désespérantes divagations. Fatigué, sans doute, par sa gymnastique nocturne, Khalti s'assit sur le seuil de la porte et regarda insolemment ce qui arrivait. De temps en temps, elle ramenait ses tresses sur sa poitrine et s'amusait à nouer ses beaux cheveux. Puis elle tirait fortement et en jetait une poignée avec un rictus de douleur. Comme ses jambes fines étaient écartées sans pudeur, ma mère essayait de les rapprocher dans une position plus décente. Ma tante grognait, mécontente, levait rapidement le bras de sa gandoura et se découvrait le ventre. Les hommes détournaient les yeux, sortaient en hochant la tête, laissaient les femmes seules en face de la folle. Khalti baissait la tête, sournoise. Nous la regardions avec attention. Aucun de ses gestes ne pouvait nous échapper. Elle semblait s'en apercevoir grâce à quelque mystérieux reste de conscience. On aurait dit qu'elle préparait un coup mauvais et que son apparente soumission était délibérément feinte. Ma mère, une lueur d'espoir dans les yeux, me tenait par la main et nous nous approchions de Khalti pour la raisonner. Vois, ton petit ami, n'est-ce pas qu'il ne doit pas te craindre? Elle leva sur moi des yeux méconnaissables, des yeux au regard changeant qui refusaient de me reconnaître, qui tour à tour brillaient d'une étrange lueur ou s'éloignaient brusquement couverts d'un voile imperceptible, qui me fixait et me pénétrait, puis me quittait pour se perdre dans le vague. Oh, les pauvres yeux de fou! Je ne les reverrai nulle part sans émotion. Eux seuls reflètent la souffrance de l'âme et cherchent éperdus ce que le cœur et le cerveau n'ont plus. C'est pour cela qu'ils sont hagards, terrifiés, terrifiants et pitoyables. Pourquoi Dieu n'accorde-t-il pas aux démons d'être aveugles? Je crois que leur souffrance serait plus supportable. Je tremblais d'effroi devant celle qui tant m'aima et me cajola, qui fut pour moi une source de tendresse et de rêve. Je manquais de courage devant elle qui m'apprit à admirer la bravoure et à pleurer sans pitié. S'en aperçut-elle, ou fût-ce le hasard qui châtia ma poltronnerie? Ma tante m'empoigna avidement, me plaqua 2 gros baisers sur les joues, puis détourna la tête et se mit à rire stupidement. Les femmes commentaient, en s'attendrissant, sur cette embrassade passionnée. C'est le moment que choisit la folle pour traverser la cour en 2 enjambées et disparaître à toute allure, en tournant dans la rue. Nous nous précipitâmes derrière elle. Elle allait tout droit dans sa gandoura, sans ceinture, qui lui battait les talons, ses cheveux flottant sur ses épaules. Les gamins qui la croisaient s'écartaient sur son passage. Une vieille femme qui tenta de l'arrêter fut brutalement renversée. Elle nous entraîna à sa suite jusqu'au dehors du village. Mais l'alerte était donnée. Des cousins se mirent à sa poursuite, la rattrapèrent, la ramenèrent, malgré ses contorsions, ses coups, ses cris et ses insultes. Elle revint, non dans la petite maisonnette, mais chez mes parents.
Nous fermâmes notre portail et nous restâmes seuls avec elle. Ses yeux étaient étincelants, sa face fouettée par l'air frais du matin était resplendissante. Elle avait l'air de nous narguer, semblait nous menacer d'une revanche comme un adversaire acharné. Elle ne baissait pas les yeux, soumise, que devant la mine renfrognée de mon père. Aussi, nous souhaitions qu'il restât à la maison, car nous commencions à la craindre. Il fallut bien pourtant qu'il sortît pour aller à ses affaires. Ralti ricana de plaisir. Je vois encore la scène. Elle était adossée à un mur, à côté du moulin à bras. Je me tenais assez loin, en face de la porte, prêt à m'éclipser. Titi dut apprécier l'avantage de ma position. Elle voulut traverser la maison et venir à côté de moi. Au moment où elle passait devant ma tante, elle fut rudement saisie par les cheveux. « Viens, ma fille, ne crains pas ta tante. » Titi s'affala sur le sol en poussant un cri d'épouvante. Je me jetai dehors suivi de Baya. Ma mère s'interposa. Elle fut empoignée à son tour. Nos cris appelèrent Halima, ses filles, des voisines. Elles réussirent à maîtriser Khalti et la gardèrent toutes ensemble jusqu'au retour de mon père. Quelle triste journée nous passâmes. Le sort de Khalti nous fit presque oublier la pauvre Nana, dont la tombe venait à peine de se fermer. Maintenant nous voilà dans un grand embarras. Que faire de Khalti? Nous n'avions qu'une seule maison. Où la loger? Où l'enfermer plutôt, car il fallait l'enfermer pour l'empêcher de nuire ou de s'enfuir. C'est la fuite surtout qui préoccupait mon père. Je l'avais entendu parler avec des oncles. Il craignait le pire si elle s'échappait. Sait-on jamais? Elle était jeune, elle pouvait aller en pays étranger, déshonorer la famille. Est-ce que des inconnus songeraient à épargner une folle? La tâche resterait pour la famille. Et puis à la maison, Khalti était un danger pour les enfants. Elle pouvait devenir furieuse. Comment les grandes personnes resteraient-elles constamment avec elle? La seule solution raisonnable était de lui lier les pieds en attendant qu'elle guérît ou qu'elle devînt plus douce. Dès le lendemain, mes parents, en allant au champ, laissèrent ma tante avec Titi et moi. Elle avait les pieds solidement noués d'une corde en poil de chèvre qui lui remontait au rein et qui l'attachait à un pilier de la soupente. Elle était ainsi inoffensive mais pitoyable, même pour nos cœurs d'enfants. Je me rappelle que ma sœur ne pouvait pas la regarder sans pleurer, que nous refusâmes de sortir pour jouer et de l'abandonner une seule minute, jusqu'au retour de ma mère et de Baya. Le soir, je couchai dans la soupente avec mes sœurs. Mon père délia ma tante et lui ordonna de manger. Il lui parlait d'un ton autoritaire. Ils étaient effrayants tous les deux. Ils se mesuraient du regard. Khalti se mit à crier. Il la laissa faire à son aise. À un moment donné, nous la vîmes saisir le plat de couscous et manger goulûment avec la main. La cuillère était tombée à ses pieds. En un clin d'œil, le plat fut vidé, et avant que mon père n'intervînt, elle le lança contre la porte et il vola en éclats. Ma mère était désolée.
mais tout ne faisait que recommencer. Nous n'étions pas en mesure de recueillir une folle et de supporter toutes ces fantaisies. Le destin était trop cruel pour mes parents. D'abord, il leur fallait veiller à tour de rôle, toute la nuit, pour surveiller de près Khalti, qui pouvait jouer un mauvais tour, mettre le feu à la maison, renverser une jarre à huile, étrangler le mouton, ou tout simplement son neveu. Et dès que Khalti avait les mains libres, elle s'amusait à mettre en pièces ses gandouras. Elle voulait s'habiller de lambeaux. Elle ne tarda pas à ruiner sa sœur, car une fois déchirés les gandouras, hérités de la pauvre Nana, il ne lui restait plus rien, et mon père n'était pas en mesure de lui payer un vêtement neuf. Enfin Khalti, qui était si méticuleuse, devint repoussante. Elle craignait l'eau comme le feu, ne voulait jamais qu'on la peignât, se soulageait sur place. Notre maison ne fut jamais aussi malpropre que pendant ces mauvais jours. Chose curieuse, Khalti avalait tout ce qu'on lui donnait et se portait bien mieux qu'auparavant. Elle grossissait, prenait des couleurs, sa voix devenait sonore. Elle avait tout d'un animal et sa raison ne revenait pas. Ma mère, par contre, s'épuisait et s'amenuisait. Les voisins la prenaient en pitié, mais la pitié ne nous aidait pas beaucoup. Nous avions cessé de plaindre Khalti, car nous nous estimions plus à plaindre qu'elle. Nous souhaitions une délivrance, n'importe laquelle. Je me souviens qu'à un moment donné, ma tante devint subitement plus calme. Elle était, pour ainsi dire, prostrée. On ne l'attacha plus. Elle se plaçait dès le matin sur une petite banquette de pierre près de la porte et y passait la journée. Elle restait plongée dans une rêverie sans fin. Les gros poux qui pullulaient sur ses haillons se chauffaient au doux soleil d'hiver. Il ne fallait pas lui parler ou la toucher. Ma mère disait que c'était à cause de la pleine lune. Elle appréhendait le retour de la crise de fureur au dernier quartier et à la nouvelle lune. Quant aux voisines, elle prétendait que des esprits étaient en train de l'initier. Khalti au secret des sorcières, que bientôt elle se mettrait à prédire l'avenir et qu'elle gagnerait alors de quoi nourrir largement la famille. Je dois avouer que mon père prêtait une oreille complaisante à ces suppositions, tant la vie était dure pour nous. Quant à ma mère, elle se révoltait à l'idée de tirer profit d'un tel malheur. Elle ne voulait pas qu'une fille d'Ahmed devînt sorcière. Plutôt la misère, plutôt la mort de la folle. Ce qu'elle aurait voulu, ce fut que l'on conduisît sa sœur chez des marabouts réputés, dans des zaouïas, pour essayer d'exorciser. Mais outre qu'elle ne croyait pas beaucoup en la puissance des cheikhs, il n'était pas facile pour mon père de voyager avec une jeune folle. Il lui fallut de l'argent, une bête, des compagnons, suspendre son travail, laisser son champ et sa maison, accepter l'idée de risquer imprévisible et de pas trop compter sur la guérison. Rassurés par la nouvelle attitude de Khalti, devenue inoffensive, les Morades reprirent peu à peu leur train de vie ordinaire. Au milieu de leurs occupations et de leurs soucis, il arrivait à mes parents d'oublier la folle et de ne songer à elle que lorsqu'ils la voyaient à la maison. Bientôt, ce ne fut plus qu'une bouche supplémentaire à nourrir. On perdit peu à peu l'espoir de la voir guérir, aussi bien que l'habitude de la surveiller. Il arrivait à Khalti de sortir seule, d'aller chez l'une ou l'autre des voisines. Ordinairement, elle ouvrait au hasard le portail d'une maison, se tenait sur le seuil et ne disait rien. Les femmes essayaient de lui parler sans aucun résultat. Lorsqu'elle lui offrait quelque chose, elle tendait la main avec indifférence, le regard toujours absent. Un soir, au retour des champs, Fatma, Baya et Ramdan ne trouvèrent pas Khalti à la maison.
Titi, qui avait passé la journée dans la cour avec la petite Zazou sur le dos, vit sortir sa tante quelques instants après ses parents, et moi-même, j'essayai de l'arrêter lorsqu'elle passa devant l'école vers 10 heures. « Laisse-moi voir ma sœur, m'avait-elle dit. Ma mère eut les larmes aux yeux en entendant mon témoignage. C'était la première fois que Khalti parlait de la morte. Est-ce un signe de guérison? Comme le cimetière se trouve à une certaine distance de l'école, mon père m'y dépêcha avec Titi, dans l'espoir de trouver ma tante sur la tombe de Nana. Ma mère en était convaincue. Pourtant, il n'y avait personne au cimetière. On décida de visiter le quartier. Rien non plus. Après 1 heure de recherche, mon père apprit d'un berger que Khalti s'en est allé à Amalou. Amalou est le champ d'oliviers et de figuiers laissé par Ahmed à ses 3 filles. C'était une petite parcelle située au creux d'une profonde vallée, parcourue par un torrent capricieux, aux lits tourmentés, rocailleux et étroits. Un petit sentier bordé de ronces et de lanstiques court en zigzagant du village à Amalou. Il faut une demi-heure pour le descendre, mais plus d'1 heure pour le remonter. On était au mois de mars. Il faisait presque nuit. Mon père, fatigué par une journée de labeur, n'avait pas le courage de descendre jusqu'à Amalou pour ramener la folle. D'ailleurs, elle était bien douce à présent. On pouvait imaginer qu'elle passerait la nuit dans la petite hutte couverte de chaume qui se trouve à un angle de la propriété et dans laquelle les filles d'Ahmed avaient l'habitude d'emmagasiner quelques bottes de fourrage avant de les vendre. Comme Khalti connaissait le moindre coin de la parcelle, ma mère elle-même déclara que sa sœur irait instinctivement se coucher dans la chaumière. D'ailleurs, une nuit à la belle étoile, dans les hautes herbes, rafraîchirait peut-être les idées de la folle. Est-ce que les ennuis allaient revenir? Il y avait un peu de mauvaise humeur et de lassitude dans la maison. Bref, on ne s'inquiétait pas outre mesure. Pendant la nuit, le temps changea brusquement, comme cela arrive toujours en mars. Il se mit à pleuvoir, la pluie crépitait avec violence sur les toits, le vent chantait lugubrement dans les longues ruelles et passait à travers les interstices des portes. Ma mère commença à songer à sa sœur. Mon père essaya de la rassurer, mais elle avait de tristes pressentiments. Las de l'écouter et suffisamment embarrassé, mon père se leva, s'habilla et sortit. Nous l'entendîmes appeler son frère avec lequel il se concerta. Ils réveillèrent d'autres cousins qui revinrent chez nous pour tenir conseil. Ils étaient 5 ou 6. Ils avaient chaussé leurs sandales de peau, s'étaient enveloppés dans de vieux burnous avec le capuchon sur la tête et les pans noués derrière le cou. Ils étaient armés de bâtons pour se diriger dans l'obscurité. Cependant la pluie avait redoublé de violence, et au moment de sortir, les grosses gouttes tombaient comme des rafales de grêlons. Ils s'enfoncèrent dans la nuit noire, nous laissant inquiets. Eux-mêmes s'en allaient tristes et silencieux, pataugeant dans de petites mares boueuses, à la file comme des fantômes. Du bas de la colline où perche le village, ils purent entendre le torrent d'Amalou gronder avec colère. Le matin, à mon réveil, je vis le burnous de mon père, suspendu à une patère fichée dans le mur, près de la porte. Il était mouillé et sale. Il s'égouttait sur le seuil. Mon père, enfoui sous une couverture, dormait dans son coin. Ma mère avait les yeux rouges. On n'avait pas retrouvé Khalti. On ne devait jamais plus la revoir. Et le mystère de sa disparition restera une énigme pour toute la famille. Pour ma part, je crois qu'elle périt, emportée par le torrent impétueux qui passa non loin de la chaumière. La rivière de Sebaou, où ses affluents abandonnent parfois, dans la plaine de Tizi Ouzou, sur leurs rives spacieuses et indolentes,
quelques cadavres tuméfiés, au ventre enflé comme un ballon, avec des bleus sur tout le corps, les paupières noircies, les lèvres boursouflées, la langue enflée, sortant à moitié par un coin de la bouche. Khalti fut-elle ainsi rejetée par le fleuve? Nous ne le sûmes jamais. Lorsqu'on trouve un de ces morts, l'information passe de village en village, des gens vont reconnaître le cadavre, le ramènent chez eux, il reçoit la sépulture selon les rites en usage. Sinon il est enterré, Dieu sait comment, et la famille cesse d'attendre le disparu. C'est ce qui nous arriva. Aucune trace de Khalti, malgré une semaine de recherche. Il devint même douteux qu'elle fût descendue au champ, et le berger n'affirmait plus rien depuis que les femmes soutenaient une autre thèse. Je n'avais pas menti en rapportant les paroles de Khalti lorsqu'elle était passée devant l'école. On se hâta de déduire que la folle, telle une sainte des temps bibliques, s'en était allée de vie à trépas, rejoindre sa sœur bien-aimée avec des moyens terrestres, comme s'il s'était agi d'un changement de résidence. Les gens sensés n'en croyaient rien, et ma mère, dans sa douleur, déplorait l'horrible mort qui avait emporté sa sœur. Dire que nous pleurâmes beaucoup, Khalti, serait peut-être exagéré, car depuis la mort de Nanna, c'était en quelque sorte le deuil permanent dans la maison, sans compter tous les ennuis qu'il nous fallait supporter. Une certaine dose de chagrin et de pitié mise à part, nous étions plutôt fatigués de cet état de choses, et nous désirions ardemment un peu de joie et de bonheur. Il n'y eut que ma mère à ressentir cruellement cette nouvelle perte. Elle disait qu'elle voyait tomber le dernier rameau de l'arbre familial, pauvre rameau d'un arbre desséché, qu'elle était seule désormais, qu'elle n'avait d'autre refuge que le toit de son mari et d'autre affection que celle de ses enfants. Parfois aussi, elle se reprochait d'avoir négligé sa sœur. Nous, les enfants, nous comprîmes également que nous perdions quelque chose. La maisonnette de mes tantes fut vendue par mon père à un voisin qui abattit tout de suite la cloison. Nous nous désintéressâmes du chant tragique. Nos cousins, les Aït Moussa, le vendirent et se partagèrent l'argent. Nous n'eûmes plus alors notre bon refuge, notre cher nid, personne à aimer en dehors de nos parents, personne qui s'intéressât à nous. Nous n'avions plus qu'à nous serrer, peureusement, autour du père et de la mère.